Utilisez-vous. En Non mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Messieurs, dames, bien le bonjour et bienvenue sur Juste Milieu, nouvel épisode de Ça discute avec, et aujourd'hui j'ai l'honneur de retrouver, d'accueillir sur Juste Milieu Rémi, tel que vous connaissez sûrement, et avant toute forme de discussion, cher Rémi, comment allez-vous ? Ben, je vais très bien, très très bien. Heureux de retrouver un autre Rémi de la Résistance. Quelle coïncidence, mais je suis très très heureux d'être ici, très heureux d'être sur Juste Milieu et merci beaucoup pour l'invitation. Avec grand plaisir. J'ai fait mon Michel Drucker, j'ai dit vous, mais on se tutoyait en off juste avant, on va dire tu, ça te va. Voilà. J'ai pas de canapé rouge, j'ai pas de chien, mais on va arrêter de faire du Drucker. Et donc. On arrivera, il y aura un temps pour la rente après. Voilà. C'est ça. On capitalisera là-dessus. Mais voilà, on va le faire à la bonne franquette, c'est normal. Alors, cher Rémi, au-delà effectivement d'avoir un formidable prénom, et je dis ça en toute indépendance, tu es essayiste, chroniqueur, auteur du livre La chute de Prométhée. On te voit de plus en plus aujourd'hui, voilà, dans les médias, notamment sur YouTube, chez toute cette sphère-là, chez l'ami André Berkoff, Nicolas Vidal de Push Media et bien d'autres. Avec toi, on va revenir sur plusieurs thèmes aujourd'hui. Ça va partir un petit peu dans tous les sens parce que l'actualité est extrêmement brûlante. Hein. Rien qu'aujourd'hui, on est le 28 mars quand on enregistre et on est, voilà, nouveau jour, 10e jour de mobilisation en France. Donc, justement, on va attaquer tout de suite dans le vif du sujet. Voilà, quel est ton regard un petit peu sur tout ce qui se passe aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu en penses ? Où est-ce que ça va aboutir selon toi ? Voilà, un petit peu à chaud. Quel est ton avis là-dessus, cher Rémi ? Écoute, j'ai à la fois beaucoup d'espoir, beaucoup d'espérance et puis beaucoup de gravité. Il me semble, mais je peux me tromper, mais il me semble que ce sera la dernière occasion à saisir pour le peuple français. Parce que là, on a une sorte d'alignement de planète assez incroyable avec le soutien de l'opinion publique, une sorte de complaisance médiatique, en tout cas de la grande presse. On pourra en reparler, à mon avis, elle n'est pas si innocente qu'elle en a l'air. Mais en tout cas, on a cette caisse de résonance, une opposition au Parlement, et puis aussi une situation à l'international où on nous regarde un petit peu avec envie, en expliquant, bah voilà, be more French, il faudrait qu'on montre l'exemple. Et ça se reproduira pas. Et c'est vrai que j'ai été beaucoup engagé là pendant la crise sanitaire, comme toi, contre le système du pass et compagnie. Et on a compris quelles étaient les limites qui nous étaient imposées un peu par l'incompréhension de l'opinion publique. Là, cette barrière est levée, et donc on doit en profiter. Il y aura peut-être pas de deuxième chance. À l'inverse, si on ne parvenait pas à l'objectif, à savoir de faire tomber ce gouvernement et de faire tomber Emmanuel Macron, il pourrait y avoir une sorte de jurisprudence France 2023 où on se dirait, quand un peuple est asservi, même quand il finit par en prendre conscience et même quand il se mobilise largement dans tous les segments de sa population, et ben avec beaucoup de répression policière, on peut le renvoyer chez lui. Ce serait un très mauvais signal envoyé à l'international, alors que l'agenda de nos adversaires s'accélère sur la surveillance, l'euro numérique, enfin des sujets dont on aura sans doute l'occasion de reparler. Mais voilà, le temps presse et c'est, me semble-t-il, la dernière cartouche, pour le peuple français. Alors, c'est vrai que c'est un peu mon cheval de bataille, cette question-là, et je serais ravi d'avoir ton avis là-dessus, parce que le lien entre violence policière et réaction à l'international, ça me fait forcément, ça me fait appel pour moi à ce qui s'était passé à Rotterdam il y a 2 ans, avec la manifestation des agriculteurs, contre lesquels on avait tiré à balles réelles à ce moment-là, chez nos amis des Pays-Bas, et ce qui finalement n'avait pas entraîné beaucoup de réactions, justement à l'international, alors encore moins du côté de l'Union européenne. Aujourd'hui, on n'a pas encore franchi ce cap en France, mais si tel était le cas, de qui peut-on attendre des réactions internationales ? Aujourd'hui, on a vu, je crois que c'est l'Iran qui a condamné la répression. On a vu le Conseil de l'Europe, par l'intermédiaire de Charles Michel, alors effectivement, qui ferait passer François Hollande pour un punk, mais il a quand même dit quelque chose. Quelle est, selon toi, voilà, la réaction que l'on peut attendre et à la fois l'escalade qui risque d'y avoir également ? Alors sur le sujet de l'escalade, il a été anticipé de longue date par l'oligarchie, et tu sais qu'en 2022, le budget qui s'était vu significativement augmenter était le budget du ministère de l'Intérieur, notamment pour l'achat d'armements nouveaux, avec ces fameux véhicules tourelles là, absolument incroyables, dignes de films de guerre.
Et donc une réflexion dans les milieux de la sécurité qui est alimentée depuis plusieurs années sur la montée des contestations sociales. Il y a eu ce point chaud avec les Gilets jaunes en 2018 qui a eu un impact beaucoup plus important à l'international et dans la réflexion de l'oligarchie mondialiste qu'on a pu le penser. Là, on publie récemment aux éditions Perspectives Libres un ouvrage qui s'appelle La pandémie de la peur, qui essaie de Kees van der Pilch, qui est un grand intellectuel européen, et qui essaie de faire le point un peu qu'on a vécu depuis 3 ans. Et pour lui, le mouvement des Gilets jaunes a été vraiment un déclencheur, en fait, dans la reprise en main de l'oligarchie, parce qu'il a réveillé les inquiétudes sur des soulèvements populaires. Donc, il y a un réarmement de l'État français. Et comme le dit la fameuse loi dont j'ai oublié l'auteur, voilà, quand on achète une arme, et on finit toujours statistiquement par s'en servir. Et donc il est très probable que, notamment aujourd'hui, là, après la manifestation conventionnelle dans les rues de Paris et de France, il y a de très très grosses exactions policières contre les manifestants. Et donc on trouvera un soutien à l'international, comme ça s'est vu effectivement aux Pays-Bas il y a quelques années, il y a un peu plus longtemps en Afrique du Sud aussi, lors de l'apartheid. On observe devant grandes ambassades de France à l'étranger des mouvements spontanés de sympathie, des condamnations de gouvernement. Alors il y a des condamnations un peu ironiques, effectivement l'Iran, ça fait un peu marrer tout le monde, mais des condamnations aussi beaucoup plus inattendues. L'ONU, le Conseil de l'Europe, parce que je crois que l'oligarchie, en fait, comprend qu'Emmanuel Macron, dans sa dimension excessive, caricaturale, démesurément violente, est en train de scier la branche sur laquelle ils sont tous assis. C'est-à-dire que ça ne les a pas gênés pendant la crise sanitaire d'asservir les peuples, de les enfermer, de cette extorsion du consentement avec les injections, etc. Tout ça ne leur a pas posé de problème et ils sont pas pris d'un humanisme soudain. Simplement, ils savent bien que si le système va trop loin, trop vite, et c'est ce qu'est en train de faire Emmanuel Macron, bah c'est tout le système qui risque de s'écrouler, et je crois que ça explique le lâchage, entre guillemets, dans la grande presse, mais aussi au niveau des institutions internationales du régime macronien. Et je sais pas si ça répond à ta question. Non, absolument, et pour rebondir sur ça, alors, presque je serais pas forcément d'accord sur ce point-là, trop vite, trop loin, mais en tout cas, il va dans le même sens. Enfin, d'ailleurs, je serais pas d'accord peut-être qu'on est d'accord, mais effectivement, peut-être qu'il va trop vite, mais il va quand même dans le même sens, parce que on a quand même cette impression sur l'articulation entre niveau national et niveau supranational, au niveau de l'Union européenne. On est en train d'assister au côté obscur du souverainisme. C'est ce que jusqu'à présent on parlait, voilà, des notions d'indépendance, qu'elles soient monétaires, économiques, même idéologiques. Là, on est sur le côté obscur de la nécessité du souverainisme, c'est-à-dire qu'on est en train de comprendre qu'il y a une marche forcée presque qui est appliquée au pays. Le Covid, ça a été cela, hein. Les mesures liées au Covid étaient décidées d'abord à l'échelle européenne. On parlait de green card ou de je ne sais plus quoi pour parler du pass, de ce qui est devenu le pass sanitaire, mais l'articulation naissait déjà dans des cerveaux à Bruxelles. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on assiste un peu à la même chose. Le débat sur les retraites est pas uniquement en France. L'Espagne, par exemple, fait face au même débat. On en parle aussi du côté de l'Allemagne. On a cette impression, j'aime pas le terme de plan, parce que tout de suite, là, on peut se faire tomber dessus par l'Express, ça, c'est pas possible, qui va dire complotisme et tout ça. Donc, loin de moi, cette idée-là. Moi, je respecte l'Express, ce qui compare Emmanuel Macron à Jésus. Voilà. Ce qui, pour le coup, n'est pas du complotisme, c'est dans l'édition de la semaine dernière. Mais de fait, j'ai quand même cette impression-là que, Emmanuel Macron, qu'il aille plus ou moins vite, plus ou moins loin, il a quand même les mains liées, et il applique des décisions qui ne sont pas celles du ressort de la France, que ce soit au niveau du Parlement ou du peuple. C'est certain, et l'exemple le plus éloquent, c'est la réforme des retraites. La réforme des retraites peut paraître curieuse parce que la tension démographique est passée, puisque cette espèce de creux au niveau de la pyramide des âges est passée. Peut-être qu'il y a 10 ans, une réforme des retraites aurait été nécessaire, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et il y a une démesure, une dissonance entre les montants qui ont été dépensés pendant la crise sanitaire et le fruit espéré de ces 2 années d'efforts supplémentaires demandés aux Français. Et on ne peut pas comprendre l'insistance d'Emmanuel Macron et son entêtement sur la réforme des retraites sans se rappeler qu'en fait, chaque année, depuis le semestre européen,
C'est un mécanisme qui a été inventé dans les années 2010 dans le contexte de la crise, enfin post-crise financière de 2008. La France, comme tous les pays d'ailleurs de l'Union européenne, transmet au mois d'avril un programme de stabilité avec des propositions de réformes structurelles pour réduire son déficit structurel. Ce programme de stabilité fait l'objet de commentaires de la part de la Commission européenne et il est voté ensuite au niveau du Conseil européen. Et donc, quand on nous explique qu'il y a aucun lien entre l'Union européenne et la réforme des retraites, c'est évidemment un mensonge. C'est un mensonge éhonté, et ce d'autant plus que lorsqu'il y a eu cet emprunt commun, ce moment hamiltonien, on a parlé d'un moment hamiltonien avec le plan de relance Next Generation EU, donc de 750 milliards quand même, hein. Là on parle de 15 milliards, 750 milliards. L'une des contreparties à laquelle s'était engagée la France, c'était de mettre en application cette réforme des retraites. Et donc la réforme des retraites, c'est le symbole pur et simple de, comment dire, de l'absurdité de nos politiques publiques en tant que simple mécanique d'enregistrement de la politique européenne. Et sur l'échelle nationale, quel regard portes-tu à ce qu'on appelle l'opposition, mais qui, effectivement, il y aurait presque toute une émission à faire sur cette notion d'opposition, dans la mesure où ce plan est décidé au niveau européen et que ce qui se passe en France est une sorte de déroulé presque implacable. On voit les réactions de l'Union européenne quand ça ne va pas dans le bon sens. Par exemple, avec la Pologne, qui à un moment donné avait émis l'idée de faire primer le droit polonais sur le droit européen. Bon, on leur a dit, vous faites ce que vous voulez. Par contre, effectivement, l'argent du plan de relance, vous allez vous asseoir dessus, ce qui calme souvent les ardeurs. Sur la notion d'opposition en France, quel regard tu portes sur la fenêtre qu'on vient de vivre là d'un mois depuis le début des débats? Est-ce que tu as ressenti vraiment un vrai rôle de l'opposition, peut-être un rôle factice ou un rôle d'une opposition qui avait le bras tordu? Quel regard tu portes sur ça? Alors sur la réforme des retraites, il y a une opposition incontestable au niveau du Parlement. Je suis opposé à la réforme des retraites parce que je considère que c'est une réforme qui est inutile et qui est injuste. Au regard notamment des 870 milliards qui ont été dépensés par Macron depuis qu'il est aux affaires. D'ailleurs, juste une petite parenthèse, dans ces fameux mécanismes de stabilité européens, il y a une différence entre l'endettement conjoncturel et l'endettement structurel. Ça peut paraître anecdotique, mais c'est très important. Parce qu'en fait, on permet l'endettement conjoncturel, donc 870 milliards, ok, il n'y a aucun problème. En revanche, vous voulez renforcer de 2 milliards, 3 milliards d'euros par an le budget alloué à l'hôpital public pour lui permettre de fonctionner. Là, on dit, ah bah non, ça c'est de l'endettement structurel. Et donc, c'est interdit. Donc, l'opposition, là-dessus, a joué son rôle. Elle ne l'a pas joué pendant la crise sanitaire. Et on était quand même sur des enjeux infiniment plus importants, que ce soit en termes de santé ou de liberté publique. De façon générale, je trouve qu'elle est quand même très décevante, qu'il s'agisse de ce qu'on appelle l'extrême gauche ou de ce qu'on appelle l'extrême droite. C'est-à-dire que sur les sujets véritablement difficiles, ils ont quand même du mal soit à les regarder en face, soit à s'exprimer clairement. Et d'ailleurs, la question européenne est assez emblématique là-dessus, puisque on le dit, en fait, la France, 80% du droit français est une transcription du droit européen, et les partis d'opposition qui sont aujourd'hui représentés à l'Assemblée nationale refusent de remettre en cause cet état de fait, et donc, par là même, se condamnent, en réalité, à demeurer spectateurs ou à faire de l'agitation sur des sujets un petit peu symboliques. Je crois que c'est le cas de la réforme des retraites, même si, à mon avis, la réforme des retraites, ou plutôt l'opposition à la réforme des retraites, en fait, cristallise quelque chose, évidemment, de beaucoup plus profond. Et on vit là l'après-Covid. En réalité, c'est le retour du refoulé de la période Covid. Mais donc, dans l'ensemble, une opposition qui est quand même très décevante. En même temps, on n'a que celle-ci, en tout cas d'un point de vue institutionnel. Et donc, ça doit aussi un peu nous obliger, parce que on a passé beaucoup de temps, notamment dans les milieux souverainistes, à alerter, à critiquer, à s'opposer, un petit peu moins à proposer, et on est aussi dans une espèce d'écosystème d'archipel, d'une certaine façon, d'opposition hors les murs archipel,
avec des gens qui nous expliquent que la France est en danger de mort, et je le crois, mais qui en même temps refusent d'en tirer les conséquences, par exemple en se parlant les uns les autres et en travaillant les uns les autres. Et donc, il faudrait pas qu'on devienne nous aussi dans ces souverainistes une partie du problème que l'on dénonce, et c'est un risque. C'est un risque que je vois poindre. Et donc c'est pour ça que moi je critique pas trop publiquement l'opposition parce que j'en connais toutes les limites, mais je vois qu'aujourd'hui, d'un point de vue institutionnel en tout cas, on ne lui propose pas d'alternative crédible. Donc ça c'est aussi notre rôle et je pense que ce sera notre tâche pour les prochains mois. J'ai pas trop de doutes sur le fait que Macron tombera d'une façon ou d'une autre, mais il tombera d'autant facilement si on décide un autre chemin pour les Français, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui nous disent, et ils ont raison, bon, c'est super, on ne veut pas de Macron, voilà, ras-le-bol Macron, sa violence contre le peuple, etc. Mais enfin, il y a quoi à la place? Donc, à la place, aujourd'hui, il y a une opposition un peu fantoche, qui, sur les grands sujets, au fond, se couchera devant la même oligarchie, la même politique européiste, et puis une opposition avec un diagnostic qui est beaucoup plus juste, mais qui n'est pas structuré politiquement et qui n'est donc, enfin, aujourd'hui, pas en capacité de gouverner. Et que réponds-tu un peu à cette attaque qui est faite? Alors, j'avoue, je vais pas détourner, c'est surtout c'est un pan de ce que je pense sincèrement sur ce côté un peu farce et pas vraiment tranquille pour le coup de l'opposition, de ce qu'on appelle opposition, qui dans la grande majorité a appelé à voter Emmanuel Macron. Face à ce fantasmé barrage au fascisme, qui, on l'a vu en Italie, n'est qu'une sorte d'épouvantail un petit peu vieillissant, qui a même plus vraiment la gueule d'ailleurs d'un épouvantail. On a eu la même chose en France, jusqu'à des feintes syntaxiques, du pas une voix ne doit aller à l'extrême droite de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise. Est-ce qu'on est crédible? Est-ce qu'on est crédible à s'appeler opposition après avoir appelé à voter pour quelqu'un? Et c'est là, c'est peut-être la seule fois où j'ai été d'accord avec Emmanuel Macron récemment, c'est quand il dit la réforme des retraites était dans mon programme, les gens ont voté pour moi, c'est un blanc-seing. Alors, je suis assez d'accord avec cette idée-là. La réforme des retraites a été implicitement validée par les Français au moment où ils ont renouvelé leur confiance dans Emmanuel Macron, avec toutes les réserves d'usage, la moitié des gens ne se sont pas déplacés, etc. Mais enfin, on avait aussi dit aux gens de se déplacer, ils avaient les moyens de chasser Emmanuel Macron. Au deuxième tour, de mémoire, c'est les bons ordres de grandeur, il y a 11 millions d'abstentionnistes et 7 millions de voix qui séparent Marine Le Pen d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que si un abstentionniste sur deux, il y a 14 même millions d'abstentionnistes, si un abstentionniste sur deux s'était déplacé, il n'y aurait pas eu de nouveau quinquennat pour Emmanuel Macron. Donc, mais en fait, pour moi, il faut sortir le loup de la bergerie. Donc, ce serait une réforme pain au chocolat vs chocolatine, que ça mériterait quand même de descendre dans la rue. Tu vois. C'est pour ça que je te dis, à mon avis, je suis d'accord avec toi. La réforme des retraites, c'est peut-être même pas le sujet. De toute façon, les Français l'ont validé. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'une partie non négligeable de ceux qui se présentent aujourd'hui comme une opposition officielle ont directement appelé à la reconduite d'Emmanuel Macron. Et lorsqu'on les a sollicités sur des sujets un petit peu difficiles, ils étaient aux abonnés absents. Je rappelle que jusqu'à ce que le vent tourne du côté de la NUPES sur la question des soignants suspendus ou de la vaccination obligatoire, Jean-Luc Mélenchon expliquait qu'il faudrait poursuivre les non-vaccinés avec des policiers. Lorsque j'avais lancé l'appel à l'Union sacrée en décembre 2021 contre le pass vaccinal, on a été voir Marine Le Pen à l'époque et elle nous a expliqué que c'était pas son sujet. Éric Zemmour s'est placé très tard aussi dans ce combat-là. Non pas que ce soit le seul combat qui aille. Enfin, c'était là quand même beaucoup de choses. Encore une fois, se jouaient et les défenseurs autoproclamés du peuple français, étaient à ce moment-là terrés chez eux. Et je crois que ça a été quand même une épreuve de vérité. C'est beaucoup plus facile de s'engager contre la réforme des retraites que de s'engager sur des questions de santé, de privation de liberté, alors que le discours médiatique est unanime. Et puis, alors, je parle évidemment même pas des LR, y compris parmi les plus courageux ou les plus respectables d'entre eux. Je le vois bien, j'ai bossé pour des gens comme Lelani et compagnie. Ils sont très bons pour aller défendre l'Arménie au Parlement européen. En revanche, défendre les Français face aux attaques qu'ils subissent, là, il n'y a plus personne. Et c'est pareil sur la demande de compte vis-à-vis d'Ursula von der Leyen quant à ses SMS avec le PDG de Pfizer
ou ces conflits d'intérêts sur la question de la guerre messager. Oui, effectivement, oui, on voit des disparités dans les luttes et justement pour nous amener vers le deuxième grand thème de notre échange, on voit sur l'aspect politique aussi national que supranational des frontières qui semblent poreuses. Voilà, on se pose beaucoup de questions sur ce qui normalement devrait incarner des formes de contre-pouvoir, d'opposition. Bah, on voit que tout ça est bien plus complexe que ce que les mots veulent bien nous dire. Et si on sort du pan politique et qu'on va vers le pan peut-être plus idéologique de l'évolution récente de nos sociétés, notamment en Occident, on voit aujourd'hui beaucoup de choses, beaucoup de lignes qui bougent sur les questions de transidentité. Je vais parler beaucoup de questions qui sont pas forcément liées entre elles, qu'on soit bien d'accord, qu'on fasse pas de faux procès. Alerte l'Express, c'est une petite alerte que j'aime bien m'imposer de temps en temps. Les questions de transidentité, les questions aussi d'accès aux drogues, par exemple, ce qui s'est passé au Canada récemment que je trouve extrêmement intéressant, avec une annonce qui a été faite d'autorisation de production et de commercialisation de la cocaïne. Alors, Justin Trudeau a fait marche arrière quelques jours après en expliquant que c'était simplement à but médical. Maintenant, si on est dans les pas de ce qu'il y a eu avec le CBD, le cannabidiol, une molécule extraite du cannabis, on a suivi le même chemin et aujourd'hui, on a des boutiques de partout, CBD Shop, Maxi CBD, on en a à tous les coins de rue. Tout ça, toutes ces questions-là et d'autres nous ramènent à cette fameuse fenêtre d'Overton. Alors pareil, on en a beaucoup parlé au moment du Covid. Je le résume et tu l'expliqueras beaucoup mieux que moi assurément. Comment on peut déplacer les grilles morales de toute une population. Comment faire en sorte que des idées à un instant T inacceptables par le peuple le deviennent petit à petit par des petits traitements médiatiques, des petits glissements éthiques et moraux. C'est ça, cette fenêtre d'Overton. Est-ce que pour toi, le pire est-il à venir? Voilà, petit jeu de mots qui est quand même pas piqué des hannetons. Alors, avant de répondre à ta question, je rebondis. Tu indiquais qu'il y avait une absence de lien entre ces problématiques, la transidentité ou la drogue, par exemple. Moi, j'en vois une. Je crois que c'est une forme de consolation de la perte des libertés et de la perte de la démocratie réelle, de la démocratie véritable. C'est-à-dire qu'on a servi progressivement les populations avec un matraquage médiatique, la sortie progressive de l'état de droit, l'extorsion du consentement sur beaucoup de sujets, une démocratie vidée de sa substance. Mais on propose comme compensation, comme consolation, la possibilité, sur quelques sujets très restreints, de faire absolument n'importe quoi, en donnant le sentiment qu'il s'agit là d'une véritable liberté, alors que pas du tout. Et je crois que, par exemple, sur les questions des transidentités, notamment lorsqu'elles concernent les enfants, on est là sur des dérives de nature criminelle. Enfin, je veux dire, quand on charcute un enfant de 10 ans parce qu'il est en souffrance et que momentanément il aspire à un changement de sexe et qu'il y a des adultes pour cautionner ça et le rendre possible, on est très clairement dans une dérive criminelle. C'est la même chose sur la question de la drogue. Je te renvoie, tu te rappelles d'Harari, le fameux Yuval Noah Harari, qui expliquait que dans un monde où 80% des gens deviennent inutiles du fait de la robotisation du travail, il y a deux solutions en fait pour maintenir tout le monde tranquille. C'est les jeux vidéo. Le métaverse, par exemple, est un autre nom des jeux vidéo, ou la virtualisation du monde de façon plus générale, et la drogue. Et la drogue. On se retrouve un peu dans le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, où il y avait ce soma là, où bon, quand on a un petit coup de mou, on en prend, ça réveille l'excitation sexuelle, on se sent un petit peu mieux. Et c'est évidemment pas un hasard d'ailleurs si la consommation de psychotropes est directement corrélée avec ce type de politique de la fin du monde, que ce soit aux États-Unis ou en Europe par exemple. Et donc oui, il y a un glissement total où ce qui paraissait inacceptable de tout temps en fait à l'humanité et encore jusqu'à quelques années aujourd'hui est remis en question. Là, il y a ces lectures des drag queens pour des enfants et compagnie. Ce qui pose d'ailleurs entre parenthèses juste une petite question. Je fais une parenthèse. On interroge beaucoup le rôle des forces de l'ordre et est-ce qu'il est légitime en fait est-ce que les forces de l'ordre en fait défendent le pouvoir légitime ou est-ce que c'est illégitime tout ça? Bon, je dis juste à ces gens-là que s'ils continuent d'obéir sans
sans discernement, un jour, on leur demandera aussi de venir défendre des lectures avec des drag queens pour les enfants de 5 ans. Donc, il y a bien un moment où, quand même, il faut que cette histoire s'arrête. Autre glissement, par exemple, sémantique. Et on ne parle plus de pédophilie aujourd'hui, on parle de pédocriminalité. Comme si, au fond, il y avait une sorte de pédophilie acceptable, et que on l'a oublié, pardon, c'est un peu confus ce que je dis, mais notre garde des Sceaux, Oui. Éric Dupond-Moretti, a tenté d'introduire dans le droit français, il y a quelques années, une notion qu'il a inventée lui-même, je cite, d'inceste heureux. L'idée que dans certaines situations, c'est dans un fait entrer l'accusé, enfin vous retrouvez ça aisément. Dans certaines situations, un père qui a un enfant avec sa fille, oui, d'accord, peut-être qu'au début c'était un petit peu difficile pour la gamine, mais au fur et à mesure du temps, elle est tombée amoureuse, et puis chemin faisant, ils ont fait leur vie, etc. Ça, Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux de la République française, a plaidé cette cause-là au tribunal. Donc il y a un glissement complet. Et ça dit quand même l'urgence de mettre fin à ce monde, y compris si c'est au prétexte de la réforme des retraites. Oui, c'est sûr. Les pans sont multiples, mais ce qui m'interpelle, enfin, ce qui m'interroge vraiment sur ces questions-là, c'est que alors que l'exemple que tu donnes et même d'autres exemples, même sur l'affaire Palmade par exemple, parmi les plus récentes, hein, on a je trouve que les réactions se font de plus en plus timides, alors des médias effectivement, mais ce qui m'interpelle le plus, c'est que je pense que même au niveau du peuple, au niveau de nos amis citoyens et citoyennes, on a des réactions comme voilà qui laissent couler ces événements, alors que l'affaire Palmade il y a 20 ans aurait, je pense, choqué, interpellé l'opinion. Après, on a aussi un jeu des médias qui est extrêmement malsain, c'est-à-dire que BFM va BFM et leurs confrères vont surcouvrir les événements, mais vont surcouvrir certains angles de l'événement. Par exemple, l'histoire de la détention d'images pédopornographiques, on en a parlé, ils en ont parlé. Donc ils montrent patte blanche en disant, vous avez vu, on en a parlé, mais on n'a plus de nouvelles. Plus récemment, c'était un élu de la mairie de Paris, un autre monsieur, son nom, Nicolas Jeantet, qui est arrêté là encore. Alors lui, il est formidable aussi, hein, détention de drogue dans la fameuse 3MMC. Il est aussi arrêté pour détention d'images pédopornographiques. Ça fait un bandeau dans le Parisien. Est-ce que je peux juste rebondir sur cette affaire ? Bien sûr, je t'en prie. Ce monsieur, donc ça doit être Nicolas Jeantet, est effectivement arrêté la semaine dernière pour du trafic de drogue. Et à l'occasion de cette arrestation, on découvre dans son ordinateur qu'il détient des milliers d'images pédopornographiques. Pourquoi c'est intéressant ? Nicolas Jeantet est le directeur de cabinet du groupe Les Centristes, affilié à Lyot, qui a déposé la motion de censure contre le gouvernement. Il n'y a pas besoin d'être ceinture noire en complotisme pour comprendre qu'il s'agit d'un règlement de compte, en fait, de la Macronie vis-à-vis du groupe Lyot et vis-à-vis des centristes de l'Assemblée nationale, ou tout simplement pour les punir d'avoir transgressé la règle commune qui est qu'on fait semblant de s'opposer, mais en fait on ne s'oppose pas vraiment, puisque là ils se sont véritablement opposés. Et on a pris l'un des leurs et puis on l'a jeté en prison. Mais enfin, il y a quand même un corollaire à cette histoire. Ça veut dire que déjà, ils se tiennent tous par ce genre d'affaires, qu'il s'agisse de la drogue, voire pire, de ces penchants pour la pédophilie. Et deuxièmement, que ça semble quand même particulièrement répandu dans ces milieux. Alors j'ai une thèse toute honnête qui sans doute est une thèse développable au Café du Commerce, j'en ai bien conscience, enfin je me permets de te l'exposer quand même. Je crois que dans un monde finissant, dans une époque finissante, où il y a une telle concentration entre les mêmes mains du pouvoir politique et du pouvoir économique, du pouvoir aussi de représentation par le biais des médias, et finalement le frisson ultime, c'est la drogue et c'est la pédophilie. C'est-à-dire que quand on a tout, quand on peut tout acheter, quand on peut contrôler tout le monde, à la fin des fins, le frisson ultime,
c'est la drogue et la pédophilie. Et c'est peut-être la raison pour laquelle ces délits, ces crimes même, semblent si odieusement répandus dans les milieux politiques et dans les milieux d'affaires. Et je rejoins ta thèse. Et puis de toute façon, en bon amateur des bistrots, des justes bistrots, ce sont souvent des thèses qui me plaisent bien. Pour le bon sens populaire, la chose du monde la mieux partagée, comme disait l'autre. Mais pour complètement abonder dans ton sens, je pense aussi que c'est ce qui m'interpelle aussi dans cette notion de fenêtre d'Overton, où on voit se déplacer les frontières morales, que ce soit effectivement sur la drogue, même aussi sur les affaires financières, qui semblent être aujourd'hui du menu fretin par rapport à ce qui nous sort sous les yeux, et les affaires bien sûr de pédophilie. Alors, juste pour la parenthèse, j'aime bien aussi le mot de pédocriminalité, parce que je trouve que précisément il met en avant le côté interdit. C'est pour ça que par rapport au mot pédophilie, qui a un côté sympathique à la Gabriel Matzneff, où en fait un prof de PS qui a un rapport sexuel avec un gosse, c'est scandaleux. Par contre, un écrivain, ça s'appelle de l'art et de la transmission. C'est pour ça que bon, c'est un jeu sur les mots. Mais ce qui est intéressant à observer, je trouve, dans le déplacement de ces frontières morales, c'est qu'on assiste aussi à une forme de dépénalisation. Et qui profitera forcément à ces membres des élites, si on va un petit peu vite en besogne. Parce que le prof de PS qui, lui, est chopé en train de sortir avec son élève de 15 ans, hein, toute ressemblance avec une situation ayant arrivé est purement fortuite, lui, par contre, sera jeté en pâture. Et sur la presse régionale, ce sera salaud pédophile. Alors que quand c'est Gabriel Matzneff, quand c'est l'affaire Duhamel, peut-on avoir des nouvelles? Alors effectivement, il y a eu non-lieu, mais l'affaire Duhamel, lui qui était président du siècle, si on trouve le listing des gens qui appartiennent à ce club d'idées, au moment où il était président, on a quand même du beau monde. Et je trouve que le fait de minimiser ces affaires les dépénalise d'une certaine manière auprès de l'opinion publique et même auprès des tribunaux, et profite finalement toujours au même. Alors, deux choses. Premièrement, un souvenir de mes jeunes années d'étudiant à Sciences Po, pour dire justement le niveau de complaisance vis-à-vis de ces histoires-là. Je suivais un cours de littérature, d'ailleurs à l'époque avec un certain Benjamin Duhamel, et on avait reçu dans la sympathie la plus totale Gabriel Matzneff pour nous expliquer justement avec quel courage il avait défendu ses manies face au jugement bourgeois. Et à l'époque, on avait vivement débattu. D'ailleurs, la vérité m'obligeait à dire qu'il y a deux personnes avaient osé contredire ces affirmations sordides, qui étaient en l'occurrence Benjamin Duhamel et moi-même. Et j'avais dit à Gabriel Matzneff, est-ce que vous avez conscience que si vous étiez chauffeur de bus, aujourd'hui vous seriez en prison? Et le type m'a ri au nez en m'expliquant, mais c'est bien vrai, monsieur, et vous avez complètement raison. Et d'ailleurs, sans l'appui de François Mitterrand, aujourd'hui, je serais en prison. Mais Pindar aussi, dans le temps que nous vivons, se trouverait en prison. Et puis, il avait continué sa logorée sur l'amour pédagogique et compagnie. À Sciences Po, d'ailleurs, à l'époque, j'avais écrit, je crois, un article dans le Figaro Vox, ça devait être en 2016. Il y avait eu ce qu'ils appelaient une Queer Week, donc une semaine des bizarreries, avec une exposition mettant en scène des photos de gamines de 10 ans, peut-être même moins, et avec des légendes type je suis une grosse gouine et je t'emmerde, des choses comme ça. Donc là, on était vraiment dans une confusion extrêmement malsaine, des conférences organisées dans les grands amphis sur les jeux de cordes et compagnie. L'article, ça devait être Sciences Po, Queer Week, le mélange des genres. Ça datait de 2016 et j'y décris tout ce qui se passait. Et donc, il y avait ce climat de complaisance absolument total. Et d'ailleurs, leur grand maître à tous, qui a été mal lu, entre parenthèses, faut être honnête, Michel Foucault, France 5, hein, donc c'est pas théorie du complot.com, France 5 par la voix d'un intellectuel dont j'ai oublié le nom, rappelait il y a quelques mois qu'il a fini sa vie à violer des enfants sur les tombes en Tunisie. Bon, récemment, Pierre Berger et Yves Saint-Laurent. Donc ce monde-là a été construit, cette génération-là a été construite autour d'une inversion des valeurs et d'une inversion accusatoire, où aujourd'hui, si vous interrogez LCI pour comprendre
pourquoi dans un monde devenu si putain, il continue d'accueillir chaque soir Daniel Cohn-Bendit pour répandre son venin sur le peuple français. C'est vous qui êtes désigné et c'est vous que l'on somme de s'expliquer. Juste un deuxième point rapide. Je crois quand même qu'il y aura un effet de ce que les Américains appellent de backlash, et que peut-être le caractère jusqu'au boutiste de cette idéologie qui jusqu'ici était bien présente mais quand même relativement discrète, elle apparaît maintenant au grand jour, va créer un retour de manivelle en fait. Et il y a quelques années, certains combats contre certains lobbies étaient quand même très tabous, très stigmatisés. Et aujourd'hui, ça commence à grossir et on peut en parler sur certaines télévisions parce que ça a été en fait tellement loin dans l'excès que on est tous obligés de se positionner par rapport à ça. Et donc d'une certaine façon, c'est peut-être une chance, même si, et vraiment là j'ai terminé, même si il y a quand même une problématique, c'est qu'une partie de ces dérives est assise sur le progrès technique, c'est typiquement le cas sur la transidentité et sur le changement de sexe, et qu'il va y avoir des saloperies irréversibles. C'est-à-dire qu'un enfant que l'on ampute de ses parties génitales au nom de l'idéologie d'un moment, dans 40 ans, même si on est revenu sur ces idéologies-là, il sera toujours amputé. Et donc il y a urgence quand même à agir. Et justement, je trouve ce thème extrêmement passionnant, et pour en discuter, avoir ton avis, et c'est vraiment une idée que je lance pour débattre, hein, c'est vraiment une idée de réflexion, pas on va dire quelque chose de fermé, au contraire. Est-ce qu'on n'assiste pas finalement à la revanche de mai 68, dans la mesure où on avait déjà ces notions de libération sexuelle, où la question de la pédophilie à ce moment-là était quand même bien présente, hein, il suffit de voir la tribune de Libération qui défendait 2 ou 3 personnes qui étaient accusées de pédophilie, Daniel Cohn-Bendit à la télévision, quel plaisir c'est de se faire déshabiller par une petite fille de 6 ans de mémoire. Ces choses-là qui passaient crème, comme disent les jeunes. Il y a eu un temps où effectivement on a eu l'impression d'une reprise de conscience morale, alors que d'aucuns à gauche dénonçaient comme le retour du patriarcat, le retour de la bourgeoisie de droite et autres. Ces idées-là ont franchi l'Atlantique, donc le déconstructionnisme avec justement Foucault, Derrida, Guattari et quelques autres. Et comme la gastronomie nous est revenue avec McDonald's, donc en plus dégueu avec des semelles dans le pain, nous est revenu le courant woke en backlash, justement, le retour de bâton en pleine tronche, où finalement on a l'impression de retrouver ces mêmes piliers, mais à la sauce américaine. Donc c'est toujours plus. Il y a un côté Disneyland du drame, où effectivement il y a des couleurs et tout ça, et ces questions intimes, parce qu'effectivement, loin de moi l'idée bien sûr de condamner toutes ces questions-là, bien au contraire, aujourd'hui des gens vivent ces questions de transidentité en leur chair, en leur sein, et c'est très important de rappeler que ça n'est pas juste comment qu'il s'appelle celui qui a fait l'Eurovision là, mince. Pardon? La Wurst. Oui, Conchita Wurst, effectivement, ou l'autre, le français, je sais plus. Bon, bref, ça n'est pas juste cette forme d'hystérie. Il y a aussi des gens qui vivent ça en leur intimité et qu'il faut absolument respecter, encourager. Pour autant, on a un discours public et propagandiste qui va dans l'autre sens et qui, je trouve, assure une revanche à mai 68 en allant encore plus loin. Parce que quand on voit aujourd'hui les questions de choix de genre chez les enfants, moi, ce qui me terrorise, c'est que, à partir du moment où on dit un enfant de 6, 8, 10, 12 ans peut choisir son genre, c'est que, potentiellement, il a une connaissance de la sexualité. S'il a connaissance de son corps, il a connaissance du rapport charnel. On peut imaginer qu'il a une connaissance charnelle de son corps, ce qui présuppose, peut-être en allant vite en besogne, et beaucoup seraient en désaccord, j'en conviens, mais ce qui présuppose une connaissance aussi du corps de l'autre. Donc si on dit un enfant de 12 ans est suffisamment mature pour choisir son genre, pourquoi n'aurait-il pas droit à une libre sexualité avec, bien sûr, peut-être des adultes? Et ce qui me fait peur, c'est ça. C'est ce retour de mai 68 sous un visage encore plus progressiste, encore plus moderne. Et pour finir sur ce point, ce qui aboutit aussi à l'extrémité des extrémités, qui est le rôle du transhumanisme dans cela. C'est-à-dire l'intervention de la technologie dans la modification des sexes, dans la modification des corps, et la création d'un corps presque d'ange où, comme les Playmobil, on change de cheveux, on change de sexe, on est tout à fait mobile et chacun, du coup, fait ce qu'il veut de 6 à 100 ans, quoi. Je sais pas ce que t'en penses de, voilà, cette, gloubi-boulga, mais bon, je t'en. Alors, on entend cette idée Playmobil. Effectivement, c'est quelque chose, Playmobil, c'est la fluidité aussi dans la possibilité de, voilà, on a les cheveux noirs, ils deviennent rouges, etc. C'est vrai que c'est intéressant. Je pense quelque chose qui peut paraître paradoxal. Je crois qu'en fait ce monde-là est en train de mourir parce que c'est la modernité finissante
Et parce qu'il est en train de mourir, un peu à la façon d'une étoile supernova, il devient caricatural et il va jusqu'au bout du bout de sa logique. Il me semble que on est aujourd'hui à la fin d'un cycle prométhéen qui était cette idée que l'homme allait s'émanciper par la technique et que ce serait pour le mieux. La Seconde Guerre mondiale a quand même démontré éloquemment et tragiquement qu'il n'en était rien. La destruction aussi de la biodiversité à sa suite, et puis la dénaturation, destruction aussi du vivant au cours là de la fin du XXe siècle. Et donc je crois que c'est une parenthèse en fait de je pense que la modernité se termine et que parce qu'elle se termine, elle s'engage dans une fuite en avant d'une certaine façon. Alors la conclusion qu'on pourrait tirer de tout ça, c'est de se dire bon, finalement il suffit d'attendre un petit peu et dans 50 ans on sera tous délivrés. Et non, parce que comme il y a cette furie technique, tu parles de la question du transhumanisme, on aura des ruptures irréversibles. Elon Musk, qui certes a rendu beaucoup de services à la liberté d'expression, on peut pas lui ôter sa dimension géniale et extrêmement inspirante. Mais Elon Musk promet là dans les prochaines semaines d'entamer ses greffes avec la puce Neuralink. Alors on passe toujours par le biais de la santé pour faire accepter ça, donc rendre la vue à des malvoyants. Mais peut-être que ce sera bientôt aussi pour augmenter les capacités cognitives d'enfants qui souffrent par exemple de dyslexie. Demain, quel parent aura suffisamment de courage pour dire bah voilà, les autres enfants de la classe de mon fils ou de ma fille sont greffés pour augmenter leurs capacités cognitives, et moi j'assume que le mien reste dernier de la classe pour être un humain fidèle à la nature humaine et à la condition humaine. Et donc même si ce monde est en train de mourir, et même si sa fuite en avant signe plutôt sa fin que son grand départ, on s'expose quand même à des ruptures très très prochaines et en réalité irréversibles pour l'espèce humaine. Donc il n'y a pas de temps à perdre. Et ce qui nous amène à une transition formidable. Là, c'est là que je retrouve mon côté Michel Drucker. C'est quand même bien foutu. Ce qui nous amène au troisième pan de notre échange avec les moyens de lutte. Pour ceux qui refusent cette société qui arrive, qui veulent l'éviter, qui veulent réfléchir et être suffisamment armés intellectuellement, bien sûr, on l'espère, pour éviter ce qui advient. Mais justement, comment peut-on faire dans la mesure où on est face, c'est ce que tu dis, à des changements qui vont s'ancrer dans nos chairs, là, véritablement. Et ce qui me fait peur, l'épisode récent qu'on a vécu et qui est expliqué dans son nouveau bouquin. Je fais la petite pub parce que ça sort ce soir, le 28 mars à 18h sur Juste Milieu. C'est Alexandra Henrion-Code qui l'explique dans son livre Les Apprentis Sorciers, où elle parle quand même de cet aspect, alors qu'il ne fallait surtout pas évoquer à un moment donné, qui était celui de la manipulation génétique liée à l'ARN messager, en l'occurrence avec le vaccin Covid-19, mais avec d'autres produits de santé qui vont arriver sur les marchés très bientôt. On a beaucoup de gens qui ont, et sans bien sûr le reprocher à ces gens-là, c'est un choix individuel et sanitaire, donc chacun fait bien sûr ce qu'il entend, mais on a des gens qui n'ont pas pris conscience de la réalité de ces potentielles modifications génétiques sur leur corps. Alors, bien sûr par manque d'information, et c'est là le rôle sordide des médias qui ont rejeté cette question-là en disant c'est du complotisme, vous êtes d'affreux pro-Raoult, voire poutinolâtres si on insiste un petit peu, mais en vérité on a quand même eu ça. On a eu un manque d'information qui a entraîné des gens à faire peut-être des modifications sur leur corps, ça malheureusement on ne le saura que trop tard, mais on voit quand même que le terreau est présent pour une humanité qui, tant qu'elle peut jouir, tant qu'elle peut se divertir au sens pascalien presque du terme, eh ben elle est prête presque à tout, quoi. Et qu'est-ce que t'en penses de cette question? Est-ce que t'es plus optimiste? Rassure-moi. Alors sur cette question, il y a eu quand même beaucoup d'avancées en 3 ans, que ce soit en France, étant donné l'incarnation parfaite, ou à l'étranger. Nous sommes parvenus à bâtir un écosystème de contre-propagande, dans le bon sens du terme, ou de réinformation, on pourrait dire, même si le site de réinformation existait déjà un petit peu avant, pour concurrencer de façon assez sérieuse et de plus en plus sérieuse le discours officiel
qui justement en fait fabrique ce terreau d'inconscience et donc de danger pour les populations. Et pendant quelques temps, ouais, je me disais on peut pas assez, il faudrait aller plus loin, etc. Et en fait, je me rends compte aujourd'hui, même au travers de lectures, par exemple récemment les mémoires du général de Gaulle, que quand l'opinion publique n'est pas avec soi, il est compliqué de transformer politiquement un idéal ou un horizon idéologique. Et donc, dans un premier temps, on est condamné à faire ce noble travail de contre-propagande, de réinformation. Et la résistance française dans les années 1940 à quasiment 1944, en fait, elle se joue essentiellement là, par la diffusion de bulletins, de journaux, le combat, etc. Tous ces journaux qui vont permettre d'alimenter un autre discours et de préparer les esprits. Et puis, il y a le moment où les esprits sont mûrs. Et c'est étonnant parce que on a fait 3 ans dans l'invisibilité presque totale, au-delà des quelques millions de personnes qui ont compris et qui ont suivi tout ça. Et puis, d'un seul coup, ça se cristallise. Et là, sur Amazon, le bouquin numéro 1, c'est Henri Oncode, et le deuxième ou le troisième, c'est Pierre Chaillot avec ses vérités statistiques sur le Covid-19. On se dit, c'est quand même dingue, putain. Les mêmes qui semblaient ne rien voir, ne rien comprendre, sont les premiers à acheter ces livres-là, et de fait, il peut pas y avoir que la complosphère, parce que sinon, il y aurait pas ce type de... Et donc, on a préparé un peu silencieusement les esprits pour une prise de conscience générale. Et je crois que c'est cette prise de conscience générale qui se traduit aujourd'hui d'un point de vue politique. Et bien sûr, maintenant que la prise de conscience est engagée, on ne peut pas en rester là. Et donc, je pense que là, il faut très concrètement saisir cette fenêtre d'opportunité de la contestation contre Macron et la réforme des retraites pour faire tomber le pouvoir oligarchique qui se confond avec le pouvoir transhumaniste, qui se confond avec le progressisme débridé, et tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Il n'y aura pas d'autres occasions. Sur les méthodes particulières, ce sont des choses que je peux pas dire sur YouTube. Je pense en revanche que on doit s'assurer du soutien toujours des Français. C'est-à-dire que dans ce qu'on fait, dans ce qu'on a fait, dans ce qu'on va faire, on doit se demander si les actions menées rallient les Français ou si elles les divisent. Et si elles les rallient, c'est que ce sont de bonnes actions. Et d'ailleurs, j'observe que le soutien des Français à la contestation, malgré son caractère violent, augmente. Et il augmente considérablement. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'acceptabilité de l'action directe, d'une certaine façon. Mais voilà, à mon avis, c'est plutôt de ce côté-là que ça se joue. En tout cas, je ne crois pas à une solution institutionnelle dans le court terme, et je pense que vu l'urgence des enjeux, on ne peut pas se permettre d'attendre qu'une solution institutionnelle voie le jour. Voilà, je pense que tout le monde a compris entre les lignes ce que je voulais dire. Et est-ce que tu penses que la machinerie médiatique qu'on a déjà vécue en 2017 et 2022, alors, de manière plus massive, parce que c'était déjà un petit peu le cas avant, mais est-ce que cette machinerie aussi financière, mais surtout médiatique, qui s'est mise en branle derrière Emmanuel Macron, Emmanuel Macron 2007 en 2022, même derrière Éric Zemmour, en nous montrant que cette machinerie médiatique était capable de créer des avatars d'opposition, enfin même des contrefaçons d'opposition. Est-ce que tu penses que le coup est encore possible, justement en lien avec l'évolution de l'esprit collectif, on va dire? Est-ce que tu penses que c'est encore possible, peut-être pour Édouard Philippe, Clément Beaune, Gabriel Attal, on ne sait pas encore quel Power Rangers va nous sortir, mais est-ce que tu penses que c'est jouable, que justement les esprits sont en train de s'aiguiser pour éviter ce genre de fadaise? Ce qui est certain, c'est que quand on atteint une masse critique de conscience, on peut plus aller contre elle. Et ça, l'oligarchie et ses relais médiatiques l'ont bien compris. Ils n'essaient même pas de discréditer les manifestations, ou à la marge, mais il y a quand même un discours, on le voit bien, qui est relativement sympathique, complaisant vis-à-vis des manifestations contre la réforme des retraites. Parce qu'on peut faire passer 1 million de personnes pour des dangereux anti-vax, d'extrême droite, complotistes, etc. Mais on peut pas transformer un peuple tout entier en séditieux.
ça ne fonctionne pas. Donc il y a un moment où la loi du nombre impose d'une certaine façon un revirement de la part de cette oligarchie qui à nouveau comprend qu'elle n'a pas non plus intérêt à scier la branche sur laquelle elle est assise, et je pense que c'est la raison pour laquelle elle lâche Emmanuel Macron. Mais effectivement, ne soyons pas dupes. Son objectif, c'est d'assurer sa conservation, de se maintenir. Et donc, elle tentera de trouver un avatar, un ersatz d'Emmanuel Macron, dans une version moins caricaturale, arrondissant les angles, mais servant exactement le même agenda. Alors, il me semble, tous ceux qui ont touché de trop près la Macronie sont frappés un peu d'infamie, donc ça va être compliqué pour Gabriel Attal, peut-être un peu moins pour Édouard Philippe, mais pour un Attal, par exemple, c'est mort, Clément Beaune, pareil, etc. Par contre, quelqu'un comme David Lisnard, par exemple, le beau maire de Cannes, tu te rappelles celui qui faisait nettoyer les plages pendant le Covid, là, et qui a envoyé des chiens, c'est quand même le seul mec qui a monté une brigade canine de détection du Covid-19 sur ses habitants. Très intéressant, il faudra s'en souvenir le moment venu. Bon, quelqu'un comme David Lisnard, qui est en plus technophile, il accueille le salon d'intelligence artificielle à Cannes. Il plaît beaucoup à l'oligarchie. Pour parenthèse, notre ami Laurent Alexandre n'a pas de mots assez dithyrambiques pour qualifier David Lisnard. Et donc ça pourrait faire office de solution de remplacement. Alors du coup, tu as des gens qui vont se dire, ça sert à rien de virer Macron, ils vont nous remettre le même. Non, aujourd'hui, je crois quand même qu'on doit virer Macron à tout prix, parce que si le problème à la fin, c'est l'agenda politique, il en est un serviteur quand même particulièrement zélé, et donc il diminue nos chances, alors qu'avec une personnalité plus raisonnable, bien que vendue aux mêmes intérêts, on retrouverait un peu d'air et le temps de reconstruire une opposition et de refaire quelque chose de type plus institutionnel. Voilà, c'est ce que je crois. Mais tu aiguises mon envie de poser du coup une avant-dernière question, ce que j'avais prévu, mais est-ce que justement sur cette question de programme de Emmanuel Macron qui effectivement sert un agenda qui n'est pas nécessairement celui de l'intérêt des Français, est-ce que tu penses, et c'est par rapport à l'exemple Mélanie que je te pose cette question, est-ce que Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon aux manettes auraient fait diamétralement autre chose? Ou est-ce qu'ils auraient été dans l'obligation de plus ou moins servir cet agenda-là? Qu'est-ce que t'en penses, ça, qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça, pardon? Encore une fois, je dirais que, et j'en ai pas toujours été convaincu. Mais je crois qu'aujourd'hui, toute promesse dans le cadre de l'Union européenne est une promesse condamnée à être trahie. Et donc ceux qui vous font miroiter monts et merveilles en expliquant qu'on restera dans l'UE, qu'on restera dans l'euro, qu'on restera dans certaines institutions internationales, l'OMS par exemple, vous mentent. Et le cas Mélanie est un cas parlant. Et on avait averti les Zemmouriens, les Zemmouristes, je sais pas comment il faut les qualifier. On leur avait dit attention, c'est de l'enfumage. Et on nous avait dit non, mais vous verrez, vous allez voir le grand Eric, etc. La volonté politique, machin. Voilà, avec Mélanie, on a vu ce qu'on a vu. Elle n'avait pas de mots assez durs contre les effets de la politique bruxelloise, et puis finalement aujourd'hui elle se couche devant, notamment sur les questions migratoires. Donc tout ça paraît assez vain, mais ne devenons pas nous-mêmes problème, c'est-à-dire que nous disposons d'un diagnostic qui est plus juste, des moyens de mise en œuvre qui sont davantage réalistes. Mais nous sommes un archipel aujourd'hui, et tant que le souverainisme sera un archipel, il ne pourra pas proposer une alternative crédible à ces oppositions fantoches de l'extrême gauche à l'extrême droite. Effectivement, réussir à se démarquer déjà par la bonne humeur, voilà, la camaraderie, ça c'est important, une sorte d'archipel du goulot, voilà, si tu peux me permettre le jeu de mots plutôt moyen, mais on le tente quand même. En tout cas, cher Rémi, déjà un immense merci, on est ensemble depuis près d'1 heure, déjà un grand merci pour toutes tes réponses, tous tes éclairages, voilà,
sans surprise, un plaisir de te recevoir. Et on va finir sur quand même une question, parce que voilà, là je parle à l'auteur, je parle plus à l'homme, je parle à l'auteur, l'amoureux du livre. Est-ce que justement dans cette dynamique de s'aiguiser un petit peu les neurones, s'ouvrir la caboche, est-ce que tu as peut-être des recommandations de bouquins? Voilà, qu'on finisse sur un petit moment un petit peu sympa, des idées de lecture pour nos amis spectateurs qui voudraient prolonger les réflexions, ou même du côté de la fiction, s'ouvrir voilà à d'autres aventures, à d'autres possibilités. Bah, écoute, ce sera pas très original, mais il se trouve que c'est une lecture que je termine, et en tant que souverainiste, j'aurais dû la commencer bien avant, mais c'est pas le cas. Voilà, j'ai lu les mémoires du général de Gaulle, et je trouve qu'elles offrent, au-delà évidemment de l'admiration incroyable que ça suscite, mais un enseignement précieux, parce que la force du général de Gaulle a été de mêler la vision à l'action. Et nous avons bâti une vision, on a bâti un discours, on a beaucoup parlé, et à nouveau, on ne pouvait pas vraiment faire autre chose. Mais aujourd'hui, l'action doit s'y ajouter. Bernanos disait que les mots sans les gestes ne valent rien. Donc ça, c'est un enseignement extrêmement précieux, et notamment aussi sur le cas spécifique du général de Gaulle, à un moment très particulier et heureusement assez rare de l'histoire, où s'affronte la question de la légalité et de la légitimité. Voilà. Le 18 juin, 40, De Gaulle, il est légitime, mais ça c'est sa victoire 4 ans après qui l'indiquera. En revanche, il est dans l'illégalité la plus simple. D'ailleurs, il sera déchu de la nationalité française et condamné à mort pour cela. Et là, on est dans un de ces moments qui surviennent 2-3 fois par-ci, où se pose la question entre la légitimité et la légalité. Et donc la lecture des mémoires du général de Gaulle est aussi riche de leçons à cet égard. Jusqu'au bout, passionnant jusqu'au bout. Voilà, on finit sur ce conseil. Un grand merci, cher Rémi, merci beaucoup. Voilà, que du plaisir sur Juste Milieu, vous le savez, ça discute avec. Voilà, c'est toute l'idée. On se retrouvera dans les prochains épisodes, je peux vous le dire. Voilà, il va y avoir François Asselineau, Jacques Cheminade, on continue. Voilà, c'est l'idée. On va dans tous les horizons, chers amis. On continue, on papote, on discute. Et tant qu'on a ce trait d'union, on va y arriver. On va bricoler. Donc, cher Rémi, merci. À très bientôt sur Juste Milieu. T'es le bienvenu. La porte est ouverte. Tu n'hésites pas. Et puis, chers spectateurs, on se retrouve bientôt. Vous le savez, pour de nouvelles vidéos. Vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez. Voilà, ça c'est du plaisir à découvrir. Surtout La Chute de Prométhée en librairie, c'est le livre de notre invité du jour. Donc voilà, c'est normal que ça profite à tout le monde. À très vite, chers spectateurs. On se retrouve bientôt.